L'affaire d'aujourd'hui prend place en 2008 dans la ville de Saanich, en Colombie-Britannique, une province du Canada. Lindsay Busiak est une jeune femme de 24 ans. Son père se nomme Jeff Busiak et sa mère Evelyn Busiak. Elle a aussi une sœur qui se nomme Sarah. Lindsay est agent immobilier, elle travaille à l'agence Remax Camosun à Chatterton Way. Elle est toute nouvelle dans le métier, pour autant elle est décrite par sa famille et ses collègues comme une personne ambitieuse avec une carrière prometteuse. Lindsay a un petit ami du nom de Jason Zello qui est aussi agent immobilier. Au moment des faits, Lindsay et Jason sont ensemble depuis environ 1 an. Ils se sont rencontrés en 2006. Jason fait partie d'une famille importante. Sa famille est riche et possède une agence immobilière prospère. Il s'agit justement de l'agence dans laquelle Lindsay travaille, la Remax Camosun, dont la propriétaire n'est autre que la mère de Jason, Shirley. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Le 31 janvier 2008, Lindsay reçoit un appel téléphonique qui changera définitivement sa vie. Au bout du fil, une femme lui explique qu'elle et son mari cherchent d'urgence une maison à acheter dans la région de Victoria. En effet, son mari venait d'y être transféré dans le cadre de son travail. Cette femme, dont on ne connaît ni le nom ni l'identité, précise à Lindsay qu'ils cherchent une maison avec 3 chambres et 3 salles de bain et qu'ils ont un budget de 1 million de dollars. Donc c'est une somme incroyable, mais pour Lindsay c'est plus louche qu'incroyable. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que pour elle c'est trop beau pour être vrai et aussi parce que cette femme avait un accent étranger qu'elle semblait simuler. Un accent qui sonnait tellement faux que cela a immédiatement éveillé les soupçons et les craintes de Lindsay. Lindsay n'a pas pu indiquer exactement de quel accent il s'agissait. Selon ses dires, cela sonnait un peu espagnol ou mexicain. Et elle pensait que cette femme simulait cet accent afin de cacher son identité. Donc tout cela restait assez bizarre et Lindsay décida de rester alors sur ses gardes. Lors de cet échange, elle lui aurait alors demandé comment elle avait obtenu son numéro de téléphone portable, son numéro personnel et pourquoi l'avoir choisi elle pour sa transaction immobilière étant donné qu'elle était encore junior dans le métier. La femme au bout du fil avait répondu qu'elle avait obtenu son numéro par un de ses anciens clients qui l'avait recommandé. Lindsay avait alors décidé plus tard d'appeler tous ses anciens clients afin de savoir lequel d'entre eux l'avait recommandé à cette femme. Donc d'une part pour remercier le client qui avait envoyé cette femme vers elle et d'autre part pour se rassurer sur cet étrange échange téléphonique, savoir donc si cette femme disait bien la vérité. Elle a alors tenté de contacter un premier client, mais il était absent, il était en vacances. Et les autres clients ne pouvaient pas l'aider non plus. Ils n'avaient reçu aucun appel téléphonique, ils ne savaient rien. Après ces appels, Lindsay était devenue de plus en plus inquiète. Elle sentait au fond d'elle que tout cela était très étrange. Elle en a alors discuté avec son petit ami Jason ainsi qu'avec son père Jeff. Jason, lui, il a essayé de la rassurer en disant qu'environ 1 mois plus tôt, elle avait reçu un appel similaire d'une femme avec cette fois un budget de 900 000 $. Et au final, cela s'était bien passé et ça avait même abouti à une vente. Donc, cela a rassuré Lindsay. Jason lui a également conseillé de prendre ses clients en charge, ce couple en charge, car ils avaient un budget de 1 million de dollars et qu'elle aurait donc une belle commission sur la vente. Pour la rassurer encore davantage, il lui a même proposé d'effectuer la visite avec elle. Mais Lindsay a refusé, elle préférait effectuer la visite seule. Ils se sont alors mis d'accord sur le fait que lorsque Lindsay effectuerait cette visite, Jason serait présent mais à l'extérieur de la propriété. Il attendrait devant la propriété dans sa voiture afin de garder un œil sur la maison et de pouvoir rejoindre Lindsay s'il y avait un quelconque souci. Lindsay se sentit alors rassurée par le fait de savoir que Jason ne serait pas loin. Pour autant, comme nous le verrons, elle aurait dû suivre son intuition première et ne pas donner suite à cette visite. Alors, il y eut plusieurs autres échanges téléphoniques entre Lindsay et cette femme. Lindsay aurait proposé plusieurs visites de maison et au cours d'un énième appel téléphonique, elle se serait mise d'accord sur la visite d'un bien. Cet échange a duré environ 10 minutes, durant lequel Lindsay aurait fourni l'adresse et elle se serait mise d'accord sur la date de rendez-vous.
Donc l'adresse de la maison était au 1702 des Sousa Place, dans le quartier de Gordon Inn, dans la ville de Saanich. Un quartier très sympathique, se situant dans un cul-de-sac de quelques habitations. Le rendez-vous avait été fixé au 2 février 2008 à 17h30. Lors du tout dernier échange téléphonique pour confirmer le rendez-vous, cette fois Lindsay avait eu le mari et non sa femme. Celui-ci avait alors précisé qu'il viendrait seul et que sa femme ne pourrait être présente car elle ne se sentait pas bien. Nous voici donc le samedi 2 février 2008, le jour de la visite du fameux bien. Lindsay est d'abord passée sur son lieu de travail, dont on ne connaît pas l'heure exacte, et selon la déclaration de la réceptionniste, Lindsay se sentait vraiment bizarre et paniquée. Lindsay et Jason se sont ensuite retrouvés et ont déjeuné tard dans un restaurant du centre-ville de Victoria, le restaurant Sauce. Ce restaurant est maintenant fermé et il est devenu le Junior Slim. Alors Lindsay et Jason sont restés assez tard au restaurant car ils ont payé l'addition à 16h24. Après ça, ils sont partis séparément, chacun dans leur propre véhicule. Lindsay serait ensuite rentrée chez elle pour changer de vêtements avant la visite de 17h30. Tandis que Jason, lui, il se serait rendu dans un magasin d'automobile qui se trouve à peine à 4-5 minutes du restaurant pour aller voir un ami du nom de Cohen Watman. Le magasin se nomme SHC Autographe et Jason est arrivé à ce magasin à 16h29. Il devait apparemment voir cet ami car celui-ci était passé par eux pour vendre une de ses propriétés et Jason devait passer le voir pour lui présenter une offre. Et il était ensuite prévu que du soir, ils aillent tous les deux dîner. Jason et Cohen sont alors restés ensemble et ils ont discuté durant une bonne heure. Puis 1 heure plus tard, ils sont partis ensemble rejoindre Lindsay sur le lieu de sa visite comme convenu. Alors je ne sais pas pourquoi son ami Cohen l'a accompagné, peut-être que c'était prévu. En tout cas, ce qui est sûr, ils sont partis ensemble rejoindre Lindsay. Sauf qu'ils allaient être en retard car ils sont partis à 17h30. Les images de sécurité les montrent quittant le SHC à cette heure-là. Lindsay, elle, était déjà présente sur les lieux attendant son client. Et pendant que Jason arrive, lui et Lindsay auraient échangé plusieurs SMS et se seraient téléphonés. Lindsay savait très bien que Jason serait en retard et elle lui aurait précisé de nouveau qu'elle se sentait prête et capable de faire la visite seule. Jason aurait alors demandé à Lindsay comment se rendre au 1702 des Sousa Place, mais elle n'a pas eu l'occasion de répondre. Elle a interrompu la conversation car elle a vu le couple arriver. Elle aurait dit à Jason « Je dois y aller, les Mexicains sont là ». Les Mexicains étaient le nom qu'elle avait attribué à ce couple. Lindsay a alors accroché et a envoyé un message à Jason en donnant l'adresse de la maison où avait lieu donc la visite. Alors je suppose qu'elle lui avait déjà donné l'adresse auparavant, mais elle lui aurait renvoyé l'adresse par SMS comme Jason le lui avait demandé. Jason a alors envoyé un nouveau message à Lindsay en disant qu'il était en route et Lindsay n'a jamais ouvert ce message. À 17h30, 2 témoins ont vu un homme blanc de 1,80 m aux cheveux noirs et une femme vêtue d'une robe à motifs avec des cheveux blonds et âgée de 35 à 45 ans. Les témoins ont vu Lindsay serrer la main du couple et d'après le langage corporel de leur salutation, il est évident que Lindsay ne les connaissait pas. Au final, l'homme n'était pas venu seul comme il l'avait précisé auparavant, c'est bien un couple qui s'était présenté. Le couple et Lindsay sont alors entrés dans la maison. Jason et son ami sont ensuite arrivés sur les lieux vers 17h45. Ils ont vu la BMW noire de Lindsay dans l'allée. Et alors qu'ils se dirigeaient vers la propriété, Jason a vu un homme et une femme sortir par la porte d'entrée. Et étrangement, dès que le couple a vu Jason et son ami arriver, ce couple est aussitôt rentré à l'intérieur de la maison. À ce moment-là, Jason n'a pas vu Lindsay, mais il ne s'est pas posé tout de suite de questions sur cette situation. Il s'est donc garé devant la propriété comme convenu et il a attendu Lindsay. Il l'a attendu pendant environ 10 minutes. Et après ces 10 minutes, il a décidé de se garer plus loin. C'est-à-dire que jusque-là, il était devant la propriété, mais il a décidé de se garer un peu plus loin au coin de la rue. Et il me semble qu'en se garant au coin de la rue, il n'avait plus trop de visibilité sur la maison. Selon ses dires, il s'est garé plus loin car il ne voulait pas
paraître pour un petit ami imposant et curieux. Personnellement, cette situation me paraît étrange, car en premier lieu, il arrive en retard, alors que sa copine avait besoin de lui, elle était inquiète, et en plus, il décide de se garer à un endroit différent de celui convenu avec Lindsay. Ils avaient décidé qu'il devrait rester devant la propriété s'il devait arriver quelque chose. En tout cas, Jason restera au coin de la rue 10 minutes supplémentaires. Ne la voyant pas sortir au bout de 20 minutes, il envoie un SMS à Lindsay pour lui demander si tout va bien. Lindsay n'a jamais ouvert ni répondu à ce message. N'ayant pas de réponse de sa petite amie, il décide de sortir de la voiture et de pénétrer dans la propriété. Sauf qu'une fois devant la porte d'entrée, il la trouve verrouillée. C'est très étrange, lors des visites immobilières, les portes ne sont jamais verrouillées. Il regarde alors à travers la vitre marbrée de la porte d'entrée et c'est là qu'il voit les chaussures de Lindsay dans le hall d'entrée. Ces chaussures étaient enlevées et placées près de la porte. Jason sentait qu'il n'y avait aucun mouvement ni aucun signe de vie dans la maison. Personne ne répondit non plus à ses coups répétés sur la porte ni à la sonnette qu'il pressa une bonne dizaine de fois. Il a donc décidé de contacter l'agence immobilière de sa mère pour obtenir le code d'accès de la porte du garage car il cherchait un autre moyen pour accéder à l'intérieur de la maison. Mais cela n'a pas abouti, on ne pouvait pas lui fournir le code. Il a alors fini par appeler le 911. Lors de l'échange avec le 911, il explique la situation. Que sa petite amie est agent immobilier, qu'elle fait faire une visite d'un bien à un couple totalement inconnu, qu'il avait été convenu entre eux qu'ils devaient rester devant la propriété pour surveiller car elle avait un peu peur, mais qu'il ne voit ni n'entend personne et que la porte est verrouillée. Il a ensuite raccroché. Puis lui et son ami Cohen ont fait le tour de la maison cherchant un autre moyen de rentrer à l'intérieur. En regardant par-dessus la clôture, ils ont vu que la porte arrière était ouverte. En voyant cette porte arrière ouverte, Jason était encore un peu plus en panique. Il a alors aidé son ami à passer par-dessus la clôture. Quant à lui, il est retourné à la porte d'entrée et Cohen a alors traversé l'intérieur de la maison et il est venu déverrouiller la porte d'entrée, laissant Jason entrer à son tour. Tout de suite, ils ont vu des empreintes de pas avec du sang. Jason a immédiatement couru à l'étage de la maison, ne faisant pas en premier lieu le tour du rez-de-chaussée. Il est directement monté à l'étage et s'est dirigé vers la chambre principale de la maison et a trouvé Lindsay. Lindsay gisait dans une mare de sang. Il a alors vérifié son pouls et a tenté de lui pratiquer un massage cardiaque. Il était couvert de son sang. Jason a ensuite appelé le 911 une deuxième fois vers 18h11 et les urgences sont arrivées peu de temps après. Lindsay a été déclarée morte à l'arrivée des ambulanciers, poignardée à plusieurs reprises. D'après les articles, elle a été poignardée plus de 40 fois. C'est énorme, un véritable acharnement. Sur son corps, des blessures défensives n'ont pas été découvertes, ce qui indique qu'elle a probablement été poignardée par derrière. Elle n'a donc pas eu le temps de réagir et de se défendre. Aucun des biens de Lindsay n'a été volé, ni son sac à main, ni son téléphone, ni son portefeuille. Elle n'a pas non plus été agressée sexuellement. Que s'est-il alors passé? Pourquoi s'est-elle faite froidement assassiner? Une fois sur les lieux, la police a vérifié s'il n'y avait plus personne dans la maison. Ils avaient amené des chiens renifleurs avec eux. Ils ont essayé de trouver des preuves, de l'ADN et l'arme du crime. Aucune arme n'a été trouvée. Et pour les chiens, ils n'ont pas pu sentir grand-chose car la scène avait été contaminée par les premiers intervenants, par les urgences, par les mouvements des policiers. Concernant les empreintes de pas avec du sang, cela n'a rien donné non plus. Ils n'ont rien obtenu, aucun ADN ni aucune empreinte digitale, ni aucune preuve n'ont été trouvées sur la scène de crime. Le meurtre aurait eu lieu entre 17h38 et 17h41. Et d'après les informations dont on dispose, le BlackBerry de Lindsay a passé un coup de fil à 17h41, mais les enquêteurs pensent que comme son téléphone était dans sa poche, il a appelé tout seul. La touche d'appel a été pressée durant l'attaque. Jason et son ami Cohen ont été rapidement placés en garde à vue, mais ils ont été libérés le lendemain car leur version des événements a été vérifiée, donc ils ont été très vite disculpés. En effet, les images de surveillance du SCH ont prouvé qu'ils ne pouvaient pas avoir commis le meurtre. Comme je vous le précisais, le meurtre aurait eu lieu entre 17h38 et 17h41.
alors que Jason et Cohen sont arrivés sur les lieux à 17h45. Ensuite, une reconstitution des faits a été réalisée avec des enquêteurs et Jason. Voici les images de la reconstitution. Which side of the door was going on when the door opened for you? Right door. So I'll do that. I'm just so I know where you're at. So he opens it like this. Does he open it all the way, or you just? He unlocked the door. Okay, he unlocks it. Yeah. So I unlock it. Okay, it's unlocked. I just opened it. Okay, So I don't know if his hand. I know that because I heard it unlock. Okay. The second he unlocked it, I pushed it open. Okay. What happened then? He was already in front of me. Yeah. And I said, I'm running upstairs. Okay. And I was yelling, I'm like, Lindsay. And where did Cohen go? He went straight ahead. He went straight ahead? Yeah. Okay. So just hang on a sec there. Yeah. So he went straight ahead? Yeah. And you went running upstairs? Yeah. Okay, so let me go upstairs first, and then you can talk your way up the stairs, and then we'll go to the end, all right? Mm-hmm. You okay? Yeah. Okay. Okay. So I was running inside the house. I just came running up the stairs. Do you remember grabbing the banister at all, or? Down there. Okay. What else were you doing? Did you see anything? Did you hear anything? Did you smell anything? Kind of put yourself back there into that exact moment. The time I got from the door to upstairs was probably 2 seconds. Okay, so you're... Like I was running up the stairs. Okay. Yeah. Like I didn't walk. The second I opened the door, I yelled, Lindsay. And then I ran up these stairs as fast as I could. Okay. So I ran. Selon le département de police de Saanich, Jason a été interrogé plusieurs fois au fil des ans et a toujours coopéré avec la police. Il a également passé avec succès un test polygraphique, cependant il a toujours refusé de fournir un échantillon d'ADN, ce qui est assez étrange. Pour les enquêteurs, ce crime est un coup professionnel très bien organisé, impliquant plusieurs personnes. Un coup professionnel exécuté par des personnes qui avaient probablement déjà tué, car toutes les preuves ont été dissimulées. Mais surtout, les tueurs avaient prémédité leurs gestes et avaient longuement planifié ce meurtre. Ce meurtre a été planifié depuis un long moment, car lors de l'enquête, les enquêteurs ont réussi à borner et à identifier le téléphone portable du couple qui a servi à appeler Lindsay. Plus tard, ils ont découvert qu'un second téléphone aurait aussi été utilisé. Mais c'est le premier téléphone, où il y a eu tous les échanges entre Lindsay et le couple, qui a révélé plusieurs éléments. Tout d'abord, il s'agit d'un téléphone prépayé qui a été acheté à Vancouver 3 mois avant le meurtre, en novembre 2007, et ce téléphone n'a jamais été utilisé, mis à part pour les échanges avec Lindsay en janvier 2008. Ce qui prouve que le meurtre a bien été prémédité et préparé, et ce depuis des mois. Le téléphone a été activé sous le nom de Paulo Rodrigues, mais ce nom serait un faux nom. Et sur le téléphone de Lindsay, elle a nommé le numéro de téléphone $1 000 000, donc l'identité de ce couple reste totalement inconnue à ce jour. Le téléphone a également été enregistré sous une adresse postale à Vancouver, et d'ailleurs la veille du meurtre, le téléphone a borné à Vancouver. Cette adresse nous a menés à une entreprise, et pour la police, cette entreprise n'a aucun lien avec l'affaire. Cette adresse aurait simplement été choisie au hasard. Le téléphone a ensuite été désactivé peu de temps après le meurtre et n'a pas été réutilisé depuis, ce qui prouve que le téléphone a été utilisé dans le seul cadre de ce meurtre et qu'il a été jeté par la suite. La question qui plane maintenant est: qui est ce mystérieux couple ? Eh bien, on ne sait pas grand-chose. Pour la police, il est évident que cet homme et cette femme sont les auteurs de ce crime, et lorsque le couple est sorti par la porte d'entrée, au moment où Jason et son ami sont arrivés à la propriété à 17h45, ils avaient déjà tué Lindsay et étaient en train de s'enfuir des lieux du crime. Donc, en ayant vu arriver Jason et Cohen, le couple serait rentré de nouveau dans la maison et il se serait enfui par la porte arrière, la laissant ouverte, comme Jason et Cohen l'ont trouvé.
Le couple aurait ensuite rejoint leur véhicule, garé plus loin et se serait enfui, car Jason et son ami affirment n'avoir ni vu ni entendu de véhicule partir. Et cela concorde avec le fait que les témoins ont vu le couple passer plus loin à pied. Donc, ils n'étaient pas garés dans la passe, mais plus loin. Concernant la description du couple, voici le croquis de la femme qui a été réalisé suite à ce que les témoins ont rapporté et ce que Jason aurait rapidement vu. L'homme et la femme sont tous les deux blancs. La femme serait âgée de 35 à 45 ans avec des cheveux blonds courts. Et elle aurait porté une robe comme celle-ci. L'homme, lui, est décrit comme mesurant environ 1,80 m avec des cheveux noirs. Il portait une veste brune chic qui arrivait en dessous de la taille. Donc on a bien quelques éléments, mais ces descriptions ne sont pas très précises et restent floues. À ce jour, leur identité reste totalement inconnue. Nous allons maintenant regarder les différentes théories qui entourent cette affaire. Alors attention, il y en a vraiment beaucoup, c'est vraiment très complexe, alors restez attentifs. La première théorie est la suivante. Les enquêteurs ont pensé que l'homme et la femme étaient des professionnels qui auraient été embauchés par un proche de Lindsay afin de la tuer. C'est pour cela que Lindsay ne les connaissait pas. Et ce serait donc un proche de Lindsay qui aurait planifié de la tuer et qui aurait donc engagé ces professionnels. Un meurtre à but personnel. Mais qui aurait embauché des professionnels et pourquoi? Pour quel motif vouloir éliminer Lindsay? Et aussi, comment ce couple mystérieux a-t-il obtenu le numéro personnel de Lindsay? C'est forcément un proche à elle qui le leur a fourni. La seconde théorie est celle de l'implication de son ex-petit ami Matt Macduff. Son ex-petit ami Matt Macduff a été un suspect au tout début de l'enquête. Avant de rencontrer Jason en 2006, Matt et Lindsay ont été en couple de 2001 à 2006. Matt a admis lors de son interrogatoire que leur relation n'avait pas toujours été heureuse et que parfois c'était un peu orageux entre eux, mais qu'ils avaient vécu un amour vrai et profond. Matt et Lindsay avaient d'ailleurs repris contact quelques mois seulement avant le drame. Mais il n'y avait aucune preuve contre Matt, aucun élément pour le soupçonner et au moment des faits, il était à plus d'1 heure de route de l'endroit du drame. Malgré tout, il fut suspecté pendant un temps. Shirley aurait même témoigné en disant que Lindsay avait peur de Matt. Ce témoignage pouvait donc appuyer sur la culpabilité de Matt, sauf qu'il n'y avait que Shirley qui disait ça. Selon l'entourage de Lindsay, Shirley mentait. Lindsay n'avait pas peur de Matt et peut-être qu'elle avait même encore quelques sentiments pour lui. Donc c'est étrange, il y a déjà plusieurs versions. Matt fut aussi soupçonné suite à son association avec un trafiquant de drogue. En effet, lorsque Matt et Lindsay étaient en couple, leurs 2 téléphones avaient été mis sur écoute par la police, car à ce moment-là, Matt était en contact avec un trafiquant de drogue qui dirigeait toute une organisation criminelle à Victoria. Il avait même été impliqué dans l'envoi de plusieurs kilos de cocaïne dans la région de Toronto. Alors, c'est assez complexe à comprendre pour le moment. Je ne peux pas encore vous donner de lien entre ce trafic de drogue et la mort de Lindsay, mais vous comprendrez avec les théories suivantes que Lindsay a pu être tuée à cause de la drogue. Alors rien n'indique qu'elle en aurait consommé ou vendu, mais il est possible qu'elle ait su beaucoup de choses. En tout cas, nous allons revenir sur ce sujet un peu plus tard. Quant à Matt, il a donc été rapidement écarté des suspects. La théorie suivante est celle où son petit ami Jason et sa mère Shirley sont impliqués. Au moment des faits, selon le père de Lindsay, celle-ci était en train de rompre avec Jason et prévoyait de quitter l'agence de sa mère, Shirley Zello, pour une autre agence immobilière. C'est 6 semaines avant le drame que Lindsay avait parlé à son père de sa décision de rompre avec Jason. Et des amis à elle ont également confirmé et déclaré que quelques mois plus tôt, elle avait également évoqué le fait de rompre avec Jason. Jason était apparemment jaloux, possessif, autoritaire et exigeant. Mais en 2010, la police de Saanich a tenu une conférence de presse pour annoncer que la famille Zello, qui comprend Shirley Zello, Jason Zello et son frère Ryan Zello, avaient coopéré avec les autorités et avaient été innocentés. Tous les 3 avaient de solides alibis. À ce jour, Jason n'est plus du tout considéré comme un suspect du fait de sa coopération, mais aussi grâce aux images de surveillance du SCH qui prouvent qu'il n'était pas sur les lieux au moment du meurtre.
Après, s'il n'est pas l'auteur du crime, peut-être a-t-il pu le planifier, comme le suggère la première théorie. Mais en tout cas, aux yeux de la police, il n'a rien à voir dans cette affaire. Mais aussi, la famille Zello fut au début de l'enquête suspectée suite au lien qu'elle a avec ce fameux cul-de-sac où le drame a eu lieu. En fait, la rue qui se nomme De Sousa porte le nom du développeur Joe De Sousa qui est un ami et associé de Shirley Zello. Et une partie de ce cul-de-sac était encore en construction au moment du meurtre et De Sousa lui-même était sur les lieux 1 heure avant le meurtre, supervisant les travaux de construction. Donc je ne sais pas où ces éléments peuvent nous mener, mais il y a quelques théories entourant tout cela. Peut-être que cet homme est au courant de quelque chose, peut-être il a caché quelque chose, c'est bizarre. En tout cas, concernant Jason et sa mère Shirley, je vais revenir un peu plus tard sur toutes les autres théories qui les entourent. La théorie suivante est celle de l'implication de Lindsay dans un cartel de drogue. Donc nous y voilà. 6 semaines avant le drame, Lindsay a rendu visite à son père dans la ville de Calgary en Alberta. C'était en décembre 2007 et sa visite a duré 4 jours. Durant cette visite, il s'est passé beaucoup de choses. Tout d'abord, elle aurait déclaré à son père, mot pour mot, qu'elle avait vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. Elle n'a pas fourni plus de précisions, ce qui nous laisse un large éventail de possibilités. Lors de cette visite, elle a également contacté un vieil ami. Alors à ce jour, cet ami est toujours inconnu, on ne sait pas de qui il s'agit. Pour autant, certaines sources affirment que l'ami qu'elle a appelé est Erickson del Alcazar, un trafiquant de drogue. Et en fait, juste après le départ de Lindsay, en janvier, à peine 1 mois avant son meurtre, la plus grande rafle de drogue de l'histoire de l'Alberta a eu lieu. On parle ici d'une grande opération de police, de nombreuses arrestations et d'environ 80 kilos de cocaïne saisie et d'une perte de 8 millions de dollars de cocaïne. En fait, il s'avère que quelqu'un a dénoncé le cartel de drogue à la police. La police a en fait reçu un appel anonyme quelques semaines plus tôt, dénonçant le cartel et précisant qu'un prochain envoi de drogue aurait lieu au mois de janvier à destination de Calgary. Donc, la police a été informée par un informateur anonyme d'un gros envoi de drogue et a donc pu préparer son opération minutieusement. Erickson del Alcazar et Graham Scott Taylor, 2 trafiquants faisant partie de ce cartel, ont été arrêtés le 22 janvier 2008, soit 10 jours avant le meurtre de Lindsay. Et la plupart des membres de ce cartel étaient mexicains, soit la même langue qu'a identifié Lindsay lors de l'appel téléphonique. Et à cause de cette affaire, ce cartel n'était plus le plus gros cartel, n'était plus le pilier de la drogue de la région de Victoria. Ce cartel a donc dû se remettre de cette énorme perte financière. Pour en revenir à Lindsay, et selon la théorie, Lindsay aurait en fait été tuée par ce cartel car elle aurait été cette informatrice anonyme. Mais maintenant, on se demande comment Lindsay peut-elle être liée à un cartel de drogue. Eh bien, elle l'était indirectement et de plusieurs manières. Tout d'abord, apparemment, il y a le fait du coup qu'elle était amie avec Erickson del Alcazar. Ensuite, il y a le fait que sa meilleure amie, qui s'appelle Ryan, est aussi liée à ce cartel. Ryan était donc l'une des meilleures amies de Lindsay et elle était réceptionniste à l'agence Remax, la même agence où Lindsay travaille. Et au moment du meurtre, Ryan sortait avec un trafiquant de ce cartel du nom de Vide Acevedo. À ce jour, Ryan ne travaille plus à l'agence Remax. Elle a apparemment refusé de coopérer avec la police et elle a déclaré que la famille Zello était mauvaise. D'autres choses prouvent aussi que Lindsay était liée indirectement à ce cartel. En tout cas, quelqu'un a pointé du doigt Lindsay comme étant l'informatrice, comme ça, sans raison, sans preuve. Donc c'est assez gros comme théorie et pourtant c'est vrai, elle serait liée malgré elle à la chute du plus grand cartel de drogue d'Alberta. Peut-être que le cartel cherchait désespérément à trouver qui était l'informateur anonyme et que la solution à leur problème était Lindsay. Quelqu'un l'a alors pointé du doigt, l'a désignée et du coup elle est devenue la cible. Car bizarrement, quelques jours seulement après cette rafle et l'arrestation des trafiquants,
Lindsay a reçu son tout premier coup de téléphone. Pour les enquêteurs, il est évident que Lindsay n'était pas l'informatrice et ce ne serait pas le cartel de drogue qui serait impliqué dans son meurtre. Ils en sont convaincus, notamment par la manière dont le meurtre a été préparé. Ce n'est ni le fonctionnement, ni la méthode qu'utilise un cartel de drogue pour éliminer quelqu'un. Maintenant, nous allons revenir à Jason et Shirley, mais aussi du coup à la drogue. Par contre, il y a beaucoup d'éléments différents qui entourent Jason, Shirley et la drogue. Alors tout d'abord, la théorie avance que la famille Zello blanchissait de l'argent sale à travers leur activité d'immobilier. Cette théorie avance que la famille Zello serait proche d'un trafiquant de drogue qui se nomme Zachary Scott Mason. Shirley et la mère de Zachary se connaissent et sont des amis de longue date et il se trouve que ce Zachary réside dans une maison que lui loue Shirley. Et il arrivait aussi à Zachary de venir au bureau Remax pour rendre visite à Shirley. Ils s'asseyaient, ils prenaient ensemble un café dans son bureau. Aussi, quand la famille Zello partait en vacances, elle emmenait souvent Zachary Mason avec elle. La théorie dit alors que peut-être Shirley blanchissait l'argent sale de Zachary et qu'ils étaient en affaires tous les deux. Autre élément, j'ai lu que la nuit où il a été libéré du poste de police de Saanich, Jason serait allé trouver un homme du nom de Chris Swartz dans son appartement. Cet homme serait son ami et serait également un trafiquant de drogue. Et enfin, apparemment, Jason aurait eu des dettes liées à la drogue. Donc, je ne sais pas où tous ces éléments, toutes ces théories peuvent nous mener, mais il semblerait en tout cas que cette famille serait impliquée, de près ou de loin, dans la drogue, ce qui inclut également Lindsay. Et rappelez-vous, selon les dires du père de Lindsay, elle avait pris la décision de rompre avec Jason, elle allait quitter l'agence immobilière et elle lui aurait aussi dit qu'elle avait vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. Peut-être que Lindsay en savait trop sur les transactions immobilières illégales de Jason et de sa mère et que ceux-ci craignaient alors qu'elle ne les expose au grand jour. Donc voilà pour les grandes théories qui entourent cette affaire. Donc Lindsay a pu être assassinée pour de multiples raisons. Soit elle a été tuée parce que le cartel pensait que c'était elle l'informatrice, soit elle a vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir et du coup il fallait l'exécuter, soit elle avait connaissance du lien de la famille Zello avec la drogue. En tout cas, Lindsay était liée malgré elle à un réseau de drogue, que ce soit avec Jason, avec sa mère Shirley, que ce soit avec son ex-petit ami Matt ou bien sa meilleure amie Ryan, elle était liée. Rien n'indique qu'elle était trafiquante et qu'elle consommait de la drogue, mais il y avait une ou plusieurs personnes dans son entourage, proches ou lointains, liées à la drogue. Sa liste d'amis Facebook a été examinée en détail et dans cette liste figuraient des amis trafiquants. Si vous voulez approfondir cette affaire encore davantage, je vous recommande vivement de visiter le site web du père de Lindsay. Car il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de complexité dans cette affaire et ce site explore plus en profondeur les théories et les suspects et les motifs potentiels. Il y a beaucoup trop d'éléments que je ne peux traiter qu'en une seule vidéo et ce site fournit de nombreux articles plus anciens avec des informations détaillées sur ces 13 années depuis le drame. Voici également un autre article qui ratisse plus en profondeur les autres personnes clés du cartel de drogue. Mais ici, j'ai essayé de lister les quelques grandes théories qui entourent cette affaire. Mais cette affaire, comme je vous le disais, reste très complexe. Il y a eu plus de 800 pistes qui ont été étudiées par la police. Aussi, la police a analysé l'ordinateur personnel de Lindsay que Jason a fourni aux enquêteurs. Ils ont donc pu analyser sa page Facebook. Et selon les enquêteurs, il y a eu des messages privés, donc du Facebook à Lindsay, qui ont été supprimés. La police n'est apparemment pas en mesure de déterminer la date à laquelle ces messages ont été effacés, mais les enquêteurs ont remarqué que du 24 janvier 2008 au 2 février 2008, c'est-à-dire la période couvrant 2 semaines avant la mort de Lindsay, il n'y a aucun message de qui que ce soit de la part de ses 700 amis.
Pour les enquêteurs, c'est très étrange car avant cela, l'INSEE avait une activité quotidienne sur Facebook. Donc, c'est étrangement inhabituel. Maintenant, voici ce qui s'est produit quelques mois après le drame, toujours en 2008. Une amie proche de l'INSEE, Nikki, a déclaré qu'elle avait été réveillée par un appel téléphonique au milieu de la nuit par un numéro inconnu. Comme elle était à moitié endormie, elle n'a pas enregistré grand-chose de ce que disait l'appelant, mais elle a remarqué que celui-ci avait un accent étrange qu'elle ne pouvait pas identifier. Puis elle a eu peur quand elle s'est souvenue que l'INSEE lui avait signalé que son étrange client avait aussi un accent étranger sur lequel elle ne pouvait pas mettre le doigt car elle pensait être faux. Nikki, plus tard, a décidé de rappeler le numéro mais personne n'a décroché. Elle l'a rappelé à plusieurs reprises, 20 ou 30 fois, jusqu'à ce que quelqu'un réponde. Et la personne à l'autre bout de la ligne n'était autre que Shirley Zello. Nikki a alors demandé à Shirley pourquoi elle l'avait appelé et comment elle avait eu son numéro, car elle ne se connaissait pas. Et Shirley a répondu qu'elle avait l'intention d'appeler sa secrétaire qui s'appelle également Nikki. C'était donc une erreur, elle voulait appeler une autre Nikki. Shirley a ajouté qu'elle ne savait pas pourquoi son numéro était dans sa liste de contacts, mais supposait que c'était son fils Jason qui avait dû l'ajouter. De son côté, Shirley Zello nie catégoriquement que cet événement se soit produit. Pour elle, Nikki a menti. Donc c'est une situation très étrange, qui dit vrai. Concernant les proches de l'INSEE, en février de chaque année, son père organise une marche en souvenir de l'INSEE et pour garder ce dossier ouvert aux yeux de tous. Chaque jour, Jeff se bat et cherche désespérément à savoir ce qui arrivait à sa fille. Il a aussi proposé une récompense de 500 000 $ pour toute personne pouvant apporter des informations sur le meurtre de sa fille. Il a aussi créé un site internet afin de publier, gérer et répertorier tout ce qui entoure le meurtre de sa fille. Et en août 2017, il a publié sur son site le message suivant « J'ai tué l'INSEE et des flics stupides ne le prouveront jamais ». C'est un message qu'il a reçu et qu'il a décidé de publier et on ne sait pas si ce message est une blague de très mauvais goût ou non. Est-ce que cette personne connaissait l'INSEE et était-elle proche de cette affaire? Est-ce une véritable confession? Mais il est plus probable que ce soit une très mauvaise blague car dans ce message, il y a une faute au prénom l'INSEE. Donc voilà tout ce que je peux vous dire de cette affaire. J'espère vraiment avoir bien retranscrit les faits car il est vrai que c'est une affaire assez complexe. Si vous avez de quoi compléter mon récit, n'hésitez pas. Personnellement, cette affaire me retourne un peu, c'est très triste. L'INSEE ne connaissait absolument pas ce couple. À ce jour, on ne dispose toujours d'aucun nom. L'identité de ces personnes reste encore inconnue. Par contre, j'ai lu dans un article qu'il est possible que la police de Saanich connaisse l'identité du couple, mais sans preuve ADN, sans empreinte digitale, sans témoignage, ils ne peuvent pas procéder à d'éventuelles arrestations. Et il est aussi normal que la police ne rende pas toutes les informations dont elle dispose publiques. Personnellement, il est évident que c'est quelqu'un de proche de l'INSEE qui a commandité ce meurtre, qui a préparé ce meurtre. L'INSEE n'a pas été agressée sexuellement, rien n'a été volé, mais il fallait la tuer. C'était une cible et c'était prémédité. Était-elle une menace? Mais pour qui et pourquoi? Cette affaire est complexe aussi dans le sens où on n'a aucune preuve. Le meurtre a été méticuleusement préparé et organisé, mais j'ai le sentiment que la réponse ne doit pas être très loin. Donc à ce jour, l'affaire est malheureusement encore non résolue. Aucune arrestation n'a jamais été faite. L'enquête est toujours ouverte. Elle est dirigée par la police de Saanich et la GRC, ainsi que la police de Victoria. Une pétition a été lancée en mars 2020 afin que l'affaire soit retirée des mains de la police de Saanich et qu'elle soit transmise à une nouvelle équipe d'enquêteurs. Et de l'avis des enquêteurs, il y a des gens dans la communauté de Saanich qui savent et qui dissimulent des choses. Et c'est récemment, en février 2021, que le FBI a décidé de se joindre à la police de Saanich et la GRC dans l'enquête sur le meurtre de Lindsay Busiak. Il questionne donc de nouveau tous les suspects et il pense toujours que des personnes dans la communauté savent et se taisent
et qu'en 2008, des éléments ont pu empêcher ces personnes de se manifester, mais ils espèrent cependant qu'aujourd'hui, ils vont se manifester. Et toujours en février 2021, un communiqué a été publié et a déclaré que la nouvelle technologie, notamment l'analyse ADN depuis la mort de Lindsay en 2008, a évolué et a donc permis de mettre en évidence des pistes supplémentaires et des preuves médico-légales. J'espère donc qu'on aura rapidement des retours sur cette affaire et qu'on découvrira vraiment ce qui s'est passé. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Grosse pensée au papa de Lindsay qui ne lâche absolument pas l'affaire. N'hésitez pas à aller consulter sa page Facebook et à le soutenir. Quant à moi, j'attends vos retours sur cette affaire en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.